réel et interprétation du réel. L'un des difficultés de l'ego, c'est que l'ego va chercher à comprendre le réel. Or, l'ego, en utilisant l'intellect, il ne peut pas y arriver. C'est impossible. Donc, c'est ça que j'ai décidé de parler de ce sujet-là parce qu'au fil des ans, en tant qu'ego, sur le plan intellectuel, ça fait des années, je suis quelqu'un qui va tendance à vouloir tout le temps revenir sur le même sujet, d'essayer de comprendre la réalité alors que intellectuellement, elle ne se comprend pas. Par contre, elle se vit. Puis elle se vide. Puis la conscience vibratoire, même si ça fait plusieurs années que je vise à faire des études approfondies pour être capable de l'appréhender toujours avec plus de clarté, de précision, eh bien, j'en demeure toujours dans un état, puis probablement que ça va être la même chose jusqu'à la fin de mon existence en tant qu'ego, dans un état comment dire, dans un état où je ne suis pas satisfait. En fait, je suis quelqu'un de tempérament insatiable. Là. Je ne suis pas satisfait de ma compréhension de la réalité en tant qu'ego. Et je dois réaliser humblement au fil du temps que je ne peux pas la comprendre, la réalité. Des fois, je fais des choses qui ont un impact sur la réalité. Des fois, ça ne fonctionne pas et j'étudie, je fais des observations. Sauf que le point que je veux faire, puis en passant, c'est dans le cadre de cet enregistrement, vous entendez des pleurs de bébé là, en arrière-plan. N'ayez crainte. Ma fille est en bonne main avec ma compagne là, pendant que je fais cet enregistrement et comme je ne bénéficie pas d'un studio qui est insonorisé, ça se peut qu'à certains moments donnés, là, vous pouvez l'entendre pleurer ou même babiller. Là. C'est normal, ça fait partie de la vie. Donc, tout ça pour dire que le réel est incompréhensible au niveau de l'ego en totalité, ce qui fait qu'on peut se questionner éternellement par rapport au réel. Il y a des enfants qui vont essayer de vider l'océan en prenant une petite chaudière, donc en essayant de prendre un petit peu des éléments pour éventuellement vider, mais c'est quelque chose... comme l'océan est extrêmement vaste, on ne peut pas tout saisir l'océan là, avec une chaudière, là, naturellement. Donc, le point, c'est que l'ego, avec ses outils limités, il ne peut pas tout appréhender le réel pour ce qui est. C'est impossible. Et surtout que le réel est de nature infinie dans le sens que le réel n'est pas assujetti à la finitude des formes relatives qui sont générées sur le plan de l'univers manifeste, qui est en relation avec le morcellement de l'énergie fondamentale qui a donné origine au cosmos. Dans un sens, on vit dans un univers avec, au niveau de la forme, de l'impression qu'il y a des frontières, mais sur le plan absolu, il n'y en a pas de frontières. Les frontières sont des illusions. L'ego peut tenter, à travers... en se rattachant à des croyances, à des mythes, à des religions, à des superstitions, à aussi des valeurs à caractère ésotérique, métaphysique, spirituelle, nouvelle-âgeuse, à chercher à se rassurer sur la nature de la réalité ou se donner des pistes d'explication à partir d'éléments issus du folklore socio-culturel dont il est issu, sauf que le point... c'est que ces éléments-là sont en relation avec des formes qu'il peut utiliser pour essayer d'interpréter la réalité. Mais l'interprétation de la réalité au niveau psychologique, réflectif, ne permet pas de comprendre la réalité pour ce qu'elle est. Et le phénomène aussi de la canalisation qui peut être vécu par quelqu'un qui connaît un état de transe, c'est sûr que c'est quelque chose de mystérieux. Donc, moi, par exemple, si je vous parle, puis ça me parle, ça me dit des choses en tant qu'ego que je n'ai pas choisi, j'essaye en tant qu'ego de comprendre d'où ce que ça vient, etc. Sauf que mon ego n'est pas assez vaste au niveau intellectuel pour appréhender une dimension qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est impossible. Fait que tout ce que je peux vous dire, c'est que des fois, je reçois de l'information. Des fois, je fais des demandes à l'univers, puis des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas.
Puis il y a comme, à un moment donné, je ressens une personne, puis la personne peut m'appeler. Ce que ça me dit, cette expérience-là, c'est que je ne suis pas séparé des autres et vice-versa. Il y a comme, par-delà les distances physiques, on peut recevoir de l'information, puis à un moment donné, une confirmation que, bon, si on pense il nous vient en tête spontanément l'idée d'une personne, puis la personne nous appelle en même temps, ça veut dire qu'à quelque part, on est connecté à l'autre personne par-delà le temps et l'espace, comme par exemple deux particules élémentaires qui vont connaître une intrication quantique et qui vont agir d'une manière similaire en dépit du fait qu'elles sont séparées sur le plan physique par une distance. Donc, ma compréhension de la réalité au fil des ans est la suivante. Il n'y a pas de distance absolue entre les individus. Donc, le concept de distance, c'est une illusion. C'est pas une illusion, c'est une réalité relative. Vous voyez, je me réajuste. Même chose pour le concept d'espace. C'est une réalité relative, puis en réalité, dans l'univers, il n'existe qu'une seule chose, un seul champ d'énergie, ce que certains vont appeler le champ quantique là, pour les physiciens quantiques. Une fois qu'on en vient à cette compréhension-là, ce que j'en viens à dire, ce qui est intelligent, c'est d'en tirer profit. Tirer profit des rentrées d'informations qu'on peut avoir dans la mesure que c'est intelligent. Dans le sens que, je vous donne un exemple très concret, très pratico-pratique. Quelqu'un se promène dans la rue, discute avec une personne, puis tout d'un coup, ça lui dit intérieurement d'aller rentrer le linge qui est suspendu sur la corde à linge. Et puis là, la personne elle regarde dehors, puis là, les nuages sont sombres. Puis là, elle se rend compte que, ben oui, c'est vrai, il va pleuvoir, fait que je vais aller rentrer le linge. Donc, l'information vient. L'information, dans ce cas-ci, est utile. Rentrer le linge dehors avant qu'il pleuve, puis elle va le rentrer. Donc, des fois, l'information qui vient spontanément est utile. Par exemple, quelqu'un va faire l'épicerie. Et donc, la personne est avec sa liste, puis est sur le point de quitter l'épicerie. Puis là, ça lui dit « Ah, t'as oublié tel article à acheter. » Puis là, la personne, elle va acheter l'article, même si elle l'avait oublié de le marquer sur sa liste, puis elle n'y pensait plus. Donc, des fois, il y a des rentrées d'informations qui sont utiles. La personne n'est pas obligée de retourner, par exemple, à l'épicerie là, par la suite là, pour acheter son céleri s'il est dans l'épicerie. Puis, elle a la pensée d'acheter de la céleri qu'elle voulait noter, mais qu'elle avait oublié de noter. Donc, tout ça pour dire quoi? L'information qui entre chez nous dans notre conscience peut avoir une utilité. Moi, au niveau de mon esprit, quand que je parle en relation avec l'information que je reçois d'une manière impersonnelle, je peux me mettre en mode canalisation. Puis là, j'ai des informations. J'ai des lignes directrices aussi par rapport à ma vie. Dans le sens que des fois, je vois sur Internet, puis là, ça me dit, ce documentaire-là, écoute pas ça, c'est une perte de temps. Si j'entends Kego, je vais l'écouter pareil, puis ça se peut qu'après quelques minutes, je suis obligé de reconnaître que c'est une perte de temps, mais je le savais déjà. Y aller par vibration, ça peut nous aider à choisir des documentaires ou des vidéos intéressantes à écouter plutôt que d'autres. Il y a des sujets, à un moment donné, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, va écouter telle vidéo de l'émission d'actualité scientifique, découverte. C'était il y a plusieurs années, parce qu'il avait fait une émission en relation avec la pensée. Parce que la personne savait que je m'intéressais à la pensée, mais au moment qu'elle m'a dit ça, ça m'avait dit simultanément intérieurement que sur le plan scientifique, on n'aura pas de percée à l'effet que la pensée vient d'ailleurs. Donc, ça ne sera pas dévoilé. Puis en effet, j'ai écouté la vidéo où il était question de la relation de l'individu avec la pensée, mais le principe que la pensée n'origine pas du cerveau et que le cerveau en est le réceptacle, comme par exemple une antenne radio qui reçoit des ondes qui proviennent du cosmos, naturellement, n'a pas été abordé. Il n'y a pas une vision occulte que, à quelque part, des informations sont voilées à l'ego, dans le sens qu'elles ne sont pas sur le plan physique, mais c'est des informations qui sont quand même importantes parce que c'est ce qui va amener l'ego à être animé. Ça, c'est encore peu ou pas abordé par des scientifiques à l'époque présente. C'est des données révolutionnaires, mais éventuellement, la révolution psychique va venir.
Des fois, je suis curieux en tant qu'ego. Je vais voir des vidéos sur Internet de gens qui vont vouloir parler de conscience, mais il y en a beaucoup qui parlent intellectuellement. Très peu parlent en mode canalisation vibratoire. C'est sûr que pour parler en mode canalisation, ça prend de l'audace. Parce que quelqu'un qui va parler à voix haute en disant qu'est-ce que ça dit intérieurement peut passer pour des scientifiques matérialistes comme étant quelqu'un qui hallucine, problème de santé mentale, schizophrénie. Donc, mais ça, c'est en fonction du paradigme matérialiste qui part du concept que le cerveau va générer la pensée, comme par exemple l'estomac va générer les sucs gastriques. Donc, l'idée que la pensée peut venir d'ailleurs n'est pas prise en considération. Ce qui fait que l'idée de canaliser une information qui vient d'ailleurs, c'est quelque chose d'impensable pour un scientifique matérialiste, alors qu'un scientifique qui est immatérialiste, ou un philosophe immatérialiste, prenons par exemple André Moreau avec les matérialistes de Berkeley, ou un physicien quantique, c'est quelque chose d'appréhendable. Donc, la nouvelle pensée qui va prendre racine sur Terre va aborder ce phénomène-là. Si je parle à présent d'une manière impersonnelle, ce que ça me dit, c'est que l'humanité présente est en train de connaître une mutation psychique à plusieurs niveaux et les entrées d'informations ou d'énergie se font progressivement au sein d'individus un peu partout à la grandeur de la planète selon leur capacité réceptive de la vibration et de l'intégrer. Si je pose la question à mon double, mon esprit, peu importe le terme que vous lui donnez, parce que ça c'est un autre aspect, hein, c'est que l'ego va projeter le nom ou l'appellation à sa contrepartie cosmique en fonction de son cadre de croyance, son cadre de référence en lien avec certaines croyances spirituelles. Dans un contexte religieux, on va dire c'est Dieu. Dans un contexte ufologique, quelqu'un pourrait dire c'est l'extraterrestre avec lequel je suis en liaison psychique. Dans un contexte ésotérique, on va dire c'est le guide de lumière. Dans un contexte nouvel âge, on va dire c'est l'ange chez l'archange. Mais bon, dans mon contexte, je vais employer le vocable de l'esprit, mais en réalité, le mot esprit, c'est sûr, c'est une forme pour parler d'une réalité qui est par-delà la forme, donc c'est pas nécessairement évident. Donc c'est sûr que l'ego, en fonction des concepts intellectuels que le connu en lien avec le mémoriel, il peut pas tout expliquer, il peut pas tout appréhender. C'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ben tout ce que l'ego parle en termes de concept pour appréhender une réalité qui lui échappe en relation avec une conscience qui va communiquer de l'information. Tout ça, c'est de l'anthropomorphisation ou c'est de l'entitisation. Donc, toutes les notions là, d'archonte, les notions de démiurge, de vampire, etc. Pour certains... les notions à caractère d'elle, de gnome, toutes ces notions-là, pour certaines personnes, sont des concepts qui sont récupérés par l'ego pour être capable de mettre des formes par rapport à certaines réalités qu'il va vivre et s'approprier ça. Mais, comment dire, au-delà du phénomène d'antitisation, donner des formes à certaines réalités ou des propriétés à caractère humanoïde. D'ailleurs, beaucoup de personnes vont se représenter d'extraterrestres d'une manière humanoïde. Derrière ça, il peut y avoir des mouvements d'énergie et une réalité. C'est sûr que l'ego va interpréter en fonction du spectre de sa subjectivité qui peut déformer le réel. Ça, j'en suis conscient. Et son contexte socio-culturel ne sera pas nécessairement apte à traduire avec précision l'information qu'il peut le capter. L'une des problématiques que j'ai eues au fil du temps, lorsque j'ai fait des enregistrements, ce que je faisais à faire de la canalisation, c'est la langue française par rapport au fait qu'on a le masculin, il, on a le féminin, elle, mais à la différence de la langue allemande, il n'y avait pas le neutre. Ah ben là, vous voyez, je parle de ça à voix haute, puis là j'allume, c'est yel. Mais yel, ça décrit la personne non-binaire. Mais le terme que j'ai besoin, ça serait un terme inclusif qui inclut l'homme, la femme et le non-binaire. C'est ça, mais je peux dire, des fois je disais l'individu, mais
En tout cas, je vais continuer à parler. Là, c'est moi qui, en tant qu'ego, réfléchis aux mots parce que je cherche la précision. C'est peut-être un souci perfectionniste que j'ai. Je vais lâcher prise dessus. Je vais en venir à un autre niveau de communication à travers cet enregistrement. Pendant que je fais des barres. Donc, sinon, en fait, ce que je veux aborder, c'est que le fondement de la conscience supramentale qui s'intègre à travers l'individu, c'est la parole et l'individu doit avoir l'audace de parler. Donc, avoir l'audace de parler, c'est être capable de dire des choses à voix haute et d'être capable de s'auto-instruire à travers sa parole. La parole est l'articulation d'une intelligence par-delà la réflexion auquel l'ego peut avoir accès lorsqu'il se permet d'être en harmonie avec l'esprit, ou devrais-je dire, lorsque l'esprit lui force à s'harmoniser à sa conscience le temps de l'activité. Lorsque l'individu canalise, va vivre un état altéré de conscience, donc ce que certains vont appeler un état de transe, qui va le rendre à disponibilité à une dimension de lui-même qu'il n'aura pas accès lorsqu'il fonctionne d'une manière cérébrale intellectuelle. Donc, par rapport à ça, est-ce que l'état d'unicité avec l'esprit, c'est l'état premier, et l'état de conscience réflective, c'est l'état second? Oui. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, dans le fond, j'écoutais quelqu'un qui disait, l'état de conscience, c'est pas un état de transe, dans le sens, c'est pas un état qui va dépasser l'état premier, parce que c'est l'état premier. Mais là, c'est sûr que quand on dit que c'est un état altéré, l'état de conscience, un état modifié, en fait, en réalité, c'est l'état qu'on a dans le quotidien lorsqu'on fonctionne d'une manière réflexive qui est altérée, qui est modifiée par rapport à l'état fondamental qui est de nature intuitive. Un jeune enfant va vivre l'état premier, dans le sens qu'un jeune enfant qui ne réfléchit pas, il est dans le ici et maintenant. Il ne va pas vivre d'anxiété, d'anticipation en bas âge. Là, présentement, au moment où je vous parle, j'ai une jeune fille, puis premièrement, à l'étape où elle est, elle a, dans le fond, un peu plus de 6 mois. Donc, elle a un état de conscience où elle ne parle pas, mais elle est très présente, elle est très, sensible aux stimuli de l'environnement. À un moment donné, la lampe de fumée s'est mise à partir parce qu'on faisait de la cuisson, puis quelque chose a brûlé. Puis là, quand la lampe s'est mise à partir, elle s'est mise à pleurer. Donc, elle a vécu ça comme une forme d'agression. Elle est très présente à ce stimuli-là. Il y a d'autres stimulus. Je fais la vaisselle, puis je fais du bruit, puis des fois, elle va se mettre à pleurer. On va trouver ça agressant, le bruit de la vaisselle. Une meilleure audition, sans doute, que moi, puis d'autres personnes un peu plus âgées. Mais tout ça pour dire que l'état premier, c'est un état de conscience intuitive, et le phénomène de l'enculturation, là, ça me fait penser au mot enculé, là. Mais bon, des fois, on se fait fourrer en bon québécois, on se fait avoir avec toute la programmation culturelle. C'est que la programmation culturelle amène l'individu à se détourner de son intuition et à ce moment-là, centrer son attention sur des formes. Certes, pour fonctionner en société en lien avec un mental réflectif, ça prend un minimum de formes qu'on va intégrer à travers l'acquisition et la maîtrise d'une langue. Prenons par exemple la langue française, où l'individu, pour intégrer la langue, pour être capable d'échanger avec d'autres personnes qui fonctionnent au niveau de l'intellect, va utiliser des mots pour communiquer. Mais en réalité, ce qui me vient en tête pendant que je vous dis ça, c'est que simultanément, si les gens seraient branchés avec l'esprit, il n'y aurait pas besoin de mots puis de passer à travers la forme, parce qu'il y aurait accès à une conscience qui fonctionne d'une vibration. Et ça serait une conscience qu'on décrit souvent dans le domaine de l'ufologie comme étant celle qu'ont les petits gris, qui vont communiquer par télépathie auprès d'êtres humains, c'est-à-dire véhiculer de l'information sans utiliser le trichement d'une langue qu'on va utiliser des mots pour articuler là, des paroles puis des contenus. Donc, communication directe d'information par la pensée en relation avec une vibration qui est émise, qui peut passer à travers d'un cerveau à l'autre, mais en réalité, ça peut être les deux mêmes cerveaux
qui sont pénétrés par simultanément le même flot de pensée si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs. En réalité, les deux cerveaux de deux personnes différentes qui reçoivent l'information doivent réaliser qu'à quelque part, ils baignent dans un champ d'information. Donc, l'univers informationnel dans lequel on se trouve, c'est un champ d'énergie. Un champ aussi de mémoire qui cherche à s'actualiser puis se réactualiser à travers d'autres individus. Donc, il y a le mémoriel qu'on va associer au mot astral. Donc, l'astral en tant que champ d'énergie peut être vecteur d'information auprès d'un individu ou d'un autre, ce qui va faire en sorte que s'il y a plusieurs personnes qui sont en contact avec la même information qu'ils reçoivent dans le mental, donc on va appeler un égrégore, ça peut amener des personnes un peu partout à s'imaginer être la réincarnation de Cléopâtre ou de Léonard de Vinci ou un roi ou de Napoléon, en fonction de figures auxquelles ils donnent de l'importance. Donc, l'individu a une capacité de capter de l'information qui est disponible sans fil. C'est un petit peu comme la personne, par exemple, qui a un appareil téléphonique qui lui permet d'intercepter les signaux qui proviennent d'une antenne émettrice de Wi-Fi, c'est-à-dire d'Internet sans fil. Bon, ben, ce qui est génial avec l'époque actuelle, à la différence de l'époque de Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale au Québec, qui est la province où je vis, c'est qu'aujourd'hui, là, la science de la technologie nous permet de mieux appréhender certains phénomènes qui étaient difficilement appréhendables dans le passé à partir de comparaisons par rapport à la science. Donc, si aujourd'hui la science nous amène à réaliser qu'on peut baigner dans des endroits où on a accès à l'Internet sans fil parce qu'on peut se connecter au réseau et que l'information en réalité qui est stockée sur des serveurs un peu partout dans le monde peut être accessible peu importe l'endroit où on se trouve, dans le sens que si par exemple vous avez un espace info nuagique à partir de votre adresse courriel, que vous vous trouvez en Suisse, au Québec ou en France, ou même ailleurs, ben, vous pouvez avoir accès aux mêmes informations, peu importe l'endroit où vous vous connectez au réseau. Et c'est la même chose par rapport à la conscience, dans le sens que peu importe l'individu qui se trouve dans le monde peut avoir accès à l'esprit. Donc, l'idée de devoir, par exemple, déménager pour aller vivre au Québec dans l'espoir de devenir plus conscient puis d'accéder à l'esprit puis de voir à travers le Québec la terre promise, c'est une illusion parce qu'en réalité, l'esprit, c'est comme quelqu'un qui dirait, ben moi je veux aller au Québec pour me connecter sur le réseau Internet puis pour avoir accès à un lieu d'entreposage de données sécurisées. Or, en réalité, la personne peut avoir accès à son adresse courriel où ce que des données sont entreposées, que ce soit au Québec, en Chine ou peu importe. Là, il n'y a pas besoin de se déplacer dans un autre pays. En fait, il faut réaliser que l'abolition de la frontière physique vient avec, entre autres, le développement d'Internet haute vitesse qu'on retrouve de plus en plus partout. Donc, dans les restaurants, les lieux publics. Ça, c'est au niveau d'une technologie de retransmission d'informations qui est une caricature de la réalité en relation avec le champ quantique, ce que certains vont appeler le champ éthérique. Donc, ce qui existe dans le réel va être caricaturé à travers une science qui va nous donner une béquille qui va être au profit des gens qui contrôlent cette science-là et cette technologie-là. Donc, ce que le diable ou le diviseur dans les traditions à caractère religieux ou biblique va faire, c'est qu'il va diviser, il va régner, il va singer Dieu, entre guillemets aussi, c'est-à-dire singer la réalité primordiale, mais de manière à garder le contrôle. Comme par exemple, par rapport à Internet, on peut garder le contrôle d'informations, contrôle de serveurs qui sont sécurisés. C'est-à-dire, ça va prendre un mot de passe pour, par exemple, se connecter sur un serveur ou se connecter sur une bande d'accès à Internet là, où quand on est en déplacement, si par exemple quelqu'un veut aller au restaurant puis avoir accès au réseau Wi-Fi, donc d'Internet sans fil, eh bien, il peut détecter la disponibilité du réseau, mais ça va y prendre un nom d'utilisateur pour pouvoir se connecter, advenant qu'il y en a un qui est demandé.
Donc, et le nom d'utilisateur, puis l'idée de créer un code par rapport à ça, créer des formes, ben, c'est pour garder un contrôle sur le réseau. Et par rapport à, naturellement, ce que certains vont appeler le plan éthérique, il y a un contrôle au niveau de l'accès d'informations car c'est seulement l'individu qui a le taux vibratoire suffisamment élevé qui peut épuiser des données. Et encore là, tout ça est sujet à discussion parce que c'est pas qui veut qui va avoir accès aux données, mais c'est qui peut. Et pour avoir le pouvoir, il faut avoir la vibration. Et pour avoir la vibration, il faut être activé par le plan de réalité pour s'y connecter. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler du fait qu'un individu peut recevoir de l'information sur le plan éthérique. Si l'information est réfléchie par l'ego, ben là, il peut se créer des croyances, il peut se créer du mémorial en lien avec ça, etc. Mais l'information doit être vécue pour ce qu'elle est sans la colorer, mais c'est très difficile parce que l'ego, avec sa capacité de réflexion, cherche à donner un sens à l'information qui va lui faire plaisir, okay, qui va lui plaire. Il cherche aussi à comprendre des choses qu'il ne peut pas comprendre. Et c'est le désir de compréhension qui peut amener se désinformer par rapport à la nature du réel. L'un des pièges que j'ai connus, moi, en tant qu'ego, là, c'est la dimension de moi-même en tant qu'ego qui parle à présent. Ça a été mon désir de comprendre qui m'a amené à étudier un paquet de théories pour essayer d'appréhender des phénomènes occultes. Puis au fil des ans, des années que je passe, je suis obligé de reconnaître que le réel ne peut pas être appréhendé là, par mon ego. À présent, je vais vous dire qu'est-ce que ça me dit intérieurement là, par rapport à tout ça. L'esprit, ce qu'il me dit, c'est que tant que l'ego cherche à comprendre intellectuellement, tant que l'ego se désinforme, il doit accepter qu'il ne peut pas comprendre et assumer les limites de sa compréhension de la réalité. L'esprit me dit que l'ego a à composer intelligemment avec ce qu'il peut capter comme information qui provient de l'esprit. L'esprit est là pour éclairer l'ego, il n'est pas là pour décider à sa place. L'esprit a pour rôle de renseigner l'ego sur certaines informations et à certains moments donnés aussi le tester, le désinformer sciemment pour être capable de l'ajuster vibratoirement. Parce que si un ego a tout le temps accès à de l'information qui le sert, ça se peut qu'il devienne orgueilleux. S'il devient orgueilleux, l'esprit peut chercher à le déstabiliser en le désinformant pour que l'ego devienne plus humble. L'ego cherche à maintenir un rapport harmonisé ou équilibré avec l'ego. Et c'est pas tous les égos sur la Terre, c'est seulement les égos qui sont appelés à contenir l'énergie de l'esprit. Les égos qui sont appelés à contenir l'énergie de l'esprit sont sélectionnés en fonction d'une programmation parentale, génétique, développementale qui va être propice à ça et en relation avec des lois d'énergie. La relation par rapport à une civilisation en voie d'évolution comme celle terrestre où des égos vont pouvoir être appointés pour connaître la présence de l'esprit et être capable de le capter d'une manière adéquate est censé et prévu en fait aller en augmentant au fil des ans, au fil des siècles. Mais l'ego ne doit pas réfléchir à ça. L'ego ne doit pas réfléchir au fait que sa relation avec l'esprit peut, au moment où il est vécu, l'amener dans une situation de marginalité par rapport à la population locale, car s'il agit ainsi, l'ego peut souffrir psychologiquement de réflexions relatives à cela. Tant que l'ego cherche à être heureux, tant que l'ego peut être piégé par son désir, l'ego éventuellement va être neutralisé dans son désir subjectif à force que l'esprit va le travailler puis le pénétrer psychiquement. Avec le temps, est-ce que l'ego va nécessairement être totalement épuré au moment de la fin de sa vie? La réponse est non. En fait, la croyance qu'un individu peut, dans le cadre d'une vie sur la Terre, d'une existence, être totalement harmonisé à l'esprit, c'est à quelque part, et que ça va arriver ou que ça arrive pour plein de monde, c'est une illusion. L'ego
peut intégrer ce qu'il peut intégrer compte tenu du contexte socio-culturel dans lequel il se trouve, qui va le colorer à un certain niveau, puis en relation avec certains paramètres qui peuvent échapper à sa compréhension intellectuelle, dans le sens que il y a des paramètres, prenons par exemple la situation au niveau intergalactique où il y a des mouvements de force d'énergie qui vont créer des incidences sur la constitution énergétique de l'ego. Donc, l'ego est régi par certaines forces qui lui échappent. Il y a des forces qui, par exemple, vont activer, créer une forme de dynamique sur le plan de la réalité manifeste. Prenons par exemple la force de gravité. La force de gravité va faire en sorte que, par exemple, deux ou plusieurs atomes, en fait, vont être attirés l'une vers l'autre. Donc, c'est une force d'attraction. Et ce qui va arriver, c'est que si, par exemple, il y a des atomes d'hydrogène qui fusionnent, ça va générer de la chaleur. Et c'est ce qui arrive à grande échelle dans le Soleil. La chaleur et la lumière qui est générée par le Soleil est en relation avec le phénomène de l'attraction des atomes qui, lorsqu'ils fusionnent, donc deux atomes par exemple qui deviennent un, ça dégage de l'énergie, ce phénomène-là, et c'est l'énergie qui est dégagée qui va amener les rayons du soleil qui vont être projetés là, vers la Terre et ainsi de suite. Là. Donc, ce type de phénomène-là est en relation avec des lois d'énergie. Et l'ego, à l'échelle de sa relation avec les planètes, avec l'espace, avec les différents corps, les différentes dimensions, est exposé à certaines relations avec des lois d'énergie. D'ailleurs, à un certain niveau, on peut dire que le nombre d'heures d'ensoleillement par rapport au corps physique a une incidence. Par exemple, sur la qualité ou la durée du sommeil. Donc, si par exemple il fait soleil à 5 heures du matin, ça se peut que la personne se réveille en même temps que le soleil, le lever du soleil à l'endroit géographique où qu'elle se trouve, et que la luminosité qui est perçue à travers la fenêtre va favoriser l'éveil de la personne, ou au contraire, si la personne est dans une salle noire alors qu'elle va au cinéma, eh bien, ça se peut qu'elle se mette à s'endormir parce que la noirceur est propice à ça. Tout ça pour dire que l'environnement a une incidence sur l'ego, mais l'esprit aussi. L'esprit a transigé en fonction d'un environnement qui a été manifesté dans un passé lointain, qui se modifie avec le temps. Et l'esprit, pourquoi il cherche à travailler l'ego ou à interagir avec lui, c'est pour l'amener à s'ajuster à une conscience qui est plus vaste. Et amener à ce que, sur le plan manifeste, l'ego soit un agent de dynamisation vibratoire d'une civilisation pour qu'il y ait une montée progressivement du niveau. Donc, l'esprit est là pour amener des égos hors des idées nouvelles. Donc, c'est sûr que, par exemple, il y a des égos qui vont critiquer certains concepts religieux, puis à quelque part, c'est sain, car s'ils ne feraient pas ça, il y aurait trop de gens mystifiés. Mais en même temps, il y a des réalités que l'ego qui lui échappe, mais qu'il doit assumer qu'elle existe. Et c'est pas parce qu'une réalité qui l'échappe qu'elle n'existe pas, comme vont le penser, par exemple, certains matérialistes dans le domaine de la science. Donc, dans le domaine de la science matérialiste, mécaniste, on va dire, si la personne dit entendre une voix, c'est de la schizophrénie, c'est de l'hallucination. Alors que dans un autre paradigme, donc une autre vision du monde, ça peut être quelque chose d'appréhendable. Ça peut être tout simplement que l'ego se connecte avec une réalité plus grande que lui-même. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, dans une perspective, prenons par exemple celle agnostique, l'ego ne peut pas avoir accès à la gnose, au savoir en termes de réalité intelligible intellectuellement, ça résume dans un certain sens ce positionnement épistémologique, la réalité de l'ego qui, en tant qu'être réflectif, n'a pas accès au savoir. Par contre, il peut pulser le savoir. Il peut le rayonner, il peut le vibrer à travers sa parole. Lorsqu'il vit l'état premier, c'est-à-dire l'état d'unicité avec sa source. Bon, à présent, si je regarde les choses,
Ben, il y a des gens qui vont chercher à démystifier l'ego qui va faire de la projection. Il va projeter. Il y a des gens, puis ils font bien, à quelque part, de contester les personnes qui vont projeter sur l'horizon du monde des croyances par rapport aux doubles, par rapport aux anges, aux archanges, les vampires, etc. Mais en même temps, l'ego peut trahir en cherchant à traduire de l'information qu'il reçoit ou en déformant en fonction de ses croyances préexistantes. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il fait ça que ça veut dire que la réalité qui lui échappe, intellectuellement parlant, n'existe pas. Dans le sens que ce qu'on va appeler la petite voix intérieure qui va faire un travail souterrain au sein de l'individu, ou l'intuition fondamentale qui le dirige à travers des idées ou à travers des courants de pensée existe. Donc, mais quelqu'un peut dire, ben, il faut arrêter de faire des entisations, de l'anthropomorphisation et tous les concepts que l'être humain a générés depuis l'aube des temps. Tout ça, c'est de la fabulation, sauf que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, ben, il y a une réalité qui est là. Je veux dire, il y a une réalité qui préexiste à l'individu. Certes, c'est une réalité qui peut être anthropomorphisée ou entistatisée, donc en faire des entités ou en faire des êtres à caractère humain, mais cette réalité-là existe pareil. La preuve, ben, c'est si vous vivez des expériences que vous n'avez pas choisies, et des expériences que vous avez des entrées de pensée qu'en tant qu'ego, vous n'avez pas désiré. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'entrées de pensée qui n'ont pas désiré. Il y a des gens qui ont des pensées anxieuses à tout moment de la journée qu'ils vont connaître, des pensées culpabilisatrices, des pensées qui les gardent rattachées au passé. Bien, toutes ces pensées-là de merde qui empêchent à l'individu d'être totalement là dans le ici et maintenant, d'être libre dans le mental, tout ça, c'est en relation avec une forme de pollution psychique. À moins que l'ego soit masochiste, l'ego va pas se lever le matin et dire, ben, aujourd'hui, je vais passer ma journée à me sentir coupable parce qu'il y a 2 jours, j'ai pas été fin avec mon enfant. Surtout que de passer son temps à se sentir coupable, ça changera pas le passé. Tu sais, il y a plein de comportements qui sont inintelligibles par rapport à l'ego qui a une compréhension critique de son rapport à penser, qui fait en sorte qu'à quelque part, il doit réaliser que la pensée n'origine pas de lui. Par contre, ça peut être intelligent ou intéressant qu'il en fasse l'étude ou qu'il cherche à composer intelligemment avec elle, ce qui est la nuance. Mais d'une perspective matérialiste, quelqu'un peut vouloir étudier ce qui a été amené par le domaine du spirituel, du nouvel âge, ou même des instructeurs de la conscience supramentale, puis voir derrière ça une tentative subjective de l'ego d'appréhender la réalité avec différents concepts, différentes formes, puis que là, il y a de la projection d'existence, d'entité, d'être, etc. Mais le point, c'est que oui, l'ego peut, à travers de perceptions, colorer tout ça avec le prisme de sa subjectivité, mais il y a quand même, si l'ego vit une communication à voix haute avec l'esprit, il y a quand même quelque chose qui se passe là. Donc, c'est pas juste de la projection de forme, c'est parce que l'ego est pénétré par une énergie ou par des idées qui vont le travailler. Mais comme cette réalité-là qui le pénètre est difficilement appréhendable, ben c'est sûr que les gens peuvent projeter cette réalité-là. C'est des anges, des archanges, des ci, des ça. Certes, il peut y avoir de multiplication de formes dans certains cas inutiles. C'est sûr que si on le prend d'une perspective de limiter les croyances au maximum, puis d'être très pragmatique, c'est de dire, bon, OK, aujourd'hui, je suis en train de me baigner, une idée qui n'a pas rapport, qui m'amène à vouloir faire telle chose. Est-ce que c'est intelligent que cette idée-là qui semble être sortie de nulle part m'amène dans telle direction? Et là, à ce moment-là, l'ego exerce son esprit critique. Dans certains cas, il peut avoir des idées utiles, dans le sens que quelqu'un est en train de manger, puis là, il y a l'idée que là, il faut qu'il paye sa facture d'électricité, puis que s'il ne paye pas aujourd'hui, ben la date limite est dépassée. Bon, ben, puis il ne pensait plus à ça. Là, il peut aller voir dans son compte, ben oui, il fallait que je paye aujourd'hui la facture d'électricité avec Hydro-Québec.
Donc, l'idée qui lui est venue spontanément d'aller payer la facture, alors que ce qui se passait dans le moment, c'est que la personne mangeait puis elle écoutait le bulletin de nouvelles, cette idée-là, entre guillemets, intruse, a son utilité. Donc, à tout moment de la journée, on peut avoir des idées intelligentes. Il suffit d'être capable de composer intelligemment avec elles puis d'agir en conséquence, là, ouais. Sinon, la fonction de l'esprit dans son rapport à l'ego, c'est de l'amener à être de plus en plus ajusté avec le réel selon sa contenance. L'esprit est conscient que l'ego, il ne peut pas tout comprendre la réalité, il ne peut pas tout l'appréhender. Mais l'esprit va chercher à manipuler l'ego en fonction qu'il aille dans le sens d'un agenda évolutif, de rehausser le niveau en fonction que le plan physique soit de plus en plus harmonisé par rapport au plan éthérique d'où il origine, mais tout en conservant sa singularité ou sa différence. Parce que le but de l'esprit, c'est pas qu'il y ait un seul bloc monolithique d'êtres non individués dans le cosmos. C'est que chaque être qui s'individualise ait ses particularités propres, parce que c'est ce qui lui permet de lui éclairer sur lui-même en fonction de multiples placettes. Donc, l'esprit bénéficie de la vision du monde de différents êtres en vivant à travers eux et par eux, puis ça le nourrit. Mais en même temps, l'esprit peut chercher à orienter ou diriger la création ou l'univers manifeste dans un sens plutôt qu'en autre en fonction de l'articulation d'un plan de vie et de lois d'énergie. Ces plans de vie et ces lois d'énergie ou la finitude, par exemple, de réalité physique peut échapper à l'ego. Mais en même temps, c'est sur des échelles de temps extrêmement grandes que c'est au-delà d'une existence sur le plan physique, dans le sens quelqu'un qui vit pendant 80 ans, puis on parle que la réalité de l'univers manifeste s'échelonne sur des milliards d'années. Ben, c'est des phénomènes extrêmement difficilement appréhendables par un ego réflectif. Mais avec le temps, l'ego est tout simplement appelé à composer avec l'infinité du réel, en réfléchissant de moins en moins, mais en étant de plus en plus présent. Parce que quand la personne réfléchit, c'est comme si elle a une conscience virtuelle et pas totalement présente. Tandis que si la personne est présente, est en disponibilité à la réception d'informations de l'esprit. Si on peut dire, le canal est clair. Mais en même temps, ben, c'est sûr que les gens sont conditionnés à agir ou à réfléchir avant de parler. Et tout ce conditionnement-là empêche la spontanéité de la manifestation de la conscience de l'esprit qui origine du réel non manifeste. Ce qui bloque la conscience vibratoire, c'est le fait que l'ego réfléchit. L'ego a peur d'avoir l'air fou. Il y a peut-être des gens qui ont envie de faire des enregistrements ou qui parlent vibratoirement, mais qui n'ont pas cette audace. Sinon, moi, en tant qu'individu qui regarde les gens qui parlent de conscience ou qui veulent parler de conscience, si je ne perçois pas que la personne parle dans un état premier, ou ce que certains vont dire un état second ou altéré de conscience, avec une spontanéité, une fluidité qui est là, une vibration, ben, je considère que l'individu ne va pas parler d'une manière vibratoire, d'une manière supramentale. Beaucoup de gens cherchent à démystifier le phénomène de la conscience supramentale en relation avec des concepts à caractère philosophique, intellectuel. Moi-même, pendant des années, j'ai cherché le faire, puis finalement, avec le temps, ben, j'en suis venu tout le temps au constat que c'est d'être capable de parler dans le vide, sans support, qui amène des clarifications. Puis, c'est sûr que c'est pas évident, parce que l'ego cherche à se rattacher à des formes pour se sécuriser sur le plan psychologique. On peut chercher à se sécuriser en se rattachant à une tradition historique, spirituelle qui existe depuis longtemps.
Tandis que si la personne est en contact avec le vide, ben, contenir le vide, c'est en réalité agir en fonction d'une intelligente présence qui a un certain niveau d'imprévisibilité pour l'ego, parce que c'est pas linéaire. L'ego qui cherche à se rattacher à une ligne de temps avec une programmation, puis un parcours A, B, C, D dans la vie, il va être déçu. Parce que l'ego qui compose avec la conscience supramentale doit assumer que c'est pas lui qui est au gouverne. Des fois, l'ego peut chercher à prévoir des choses qui vont arriver. Et il arrive autre chose. C'est comme la personne qui veut jouer au jeu de pile ou face. Il y a une chance sur 2 en théorie de gagner. Donc la personne envoie une pièce de monnaie en l'air et la personne peut dire ça va tomber pile ou ça va tomber face. Mais si par un concours de circonstances, la pièce de monnaie tombe sur le divan, dans une craque de divan, puis elle tombe sur la trame. Donc, en réalité, il y a une possibilité qu'il n'y avait pas prévue, c'est-à-dire qu'elle est tombée sur le côté, puis elle reste comme ça dans la craque de divan, donc sur la trame, dans l'espace entre 2 coussins là, d'un divan, d'un meuble. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est pas pile ou face qui s'est actualisé comme il cherchait à le prévoir, mais c'est la trame. Donc, une troisième possibilité que l'ego n'avait pas envisagée en fonction de sa conscience réflexive. Et l'esprit est en relation avec l'existence de l'incertitude du monde physique dans lequel on se trouve. D'ailleurs, le fait qu'il y a de l'incertitude dans le monde est en relation avec l'existence de l'esprit. Le fait que la réalité à un certain niveau peut être envisagée par l'ego comme étant chaotique, c'est en relation avec le fait qu'il ne peut pas tout envisager les lois de l'esprit, le fait qu'il ne peut pas prévoir, par exemple, d'une manière totale et absolue la météo qu'il va faire, parce que certains phénomènes qu'il ne comprend pas, qui lui échappent, des phénomènes à caractère qui sont au-delà de sa compréhension psychologique linéaire, sont en relation avec ça. Donc, dans un sens, bienheureuse imprévisibilité du monde, car elle confirme que le monde a une dimension qui est au-delà de la forme finie ou manifeste, c'est-à-dire qu'il y a une dimension énergétique et vibratoire qui existe. Car sinon, le déterminisme pourrait être totalement appréhendé par l'ego au niveau de la forme, alors que présentement, c'est pas possible. Dans le sens qu'on peut tendre à appréhender certains phénomènes, comme par exemple la météo, avec des modèles de plus en plus sophistiqués avec algorithmes, mais c'est pas absolu, ça demeure relatif. Donc tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que l'esprit va passer à travers certains individus. L'individu peut chercher à comprendre. Ça se peut qu'il ne cherche pas à comprendre aussi, qu'il vive tout simplement cette composition avec des informations à l'intérieur de lui-même qu'il vit. Mais dans tous les cas, ce qui est essentiel, ce qui va être fondamental, c'est que l'ego, dans le fond, soit bien dans sa peau. En réalité, le plus fondamental que je réalise, parce qu'au fil du temps, j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de comprendre la réalité intellectuellement, c'est que essayer de faire des schémas, on peut faire du gribouillage, des dessins, des plans avec des niveaux de réalité. Il y a des schémas avec des 7 niveaux de réalité, des 12 niveaux, des ci, des ça. Mais tout ça, c'est une façon d'appréhender la réalité d'une manière psychologique. Et tout ça a ses limites. Donc, je vais aller vivre ma vie. Tout ça pour dire quoi? Ben, c'est ce qui va conclure l'enregistrement en réalité. Ce qui est fondamental pour l'ego, c'est de vivre sa vie, puis s'il est intelligent, il va s'organiser pour être bien dans sa peau, puis tirer profit de l'information qu'il peut recevoir en exerçant son discernement et son esprit critique, et en se donnant le droit de vivre sa dimension multidimensionnelle, vibratoire, intuitive, au lieu de fonctionner juste au niveau de l'intellect, parce que c'est limitatif. Fonctionner juste au niveau de l'intellect, c'est comme par exemple quelqu'un qui fonctionne juste avec une marque d'ordinateur. Donc c'est limité, alors que quelqu'un qui utilise différentes marques ou qui utilise différentes guitares, ben, il y a différentes façons d'appréhender la musique ou différentes façons d'appréhender la réalité. Donc, sur cette considération, je vais vous laisser. Merci de votre écoute. Au revoir.